Nous vous avons invité et convié ce matin pour vous annoncer officiellement que nous déposerons ce matin, à la fois sur le bureau de l'Assemblée nationale, le texte de la proposition de loi constitutionnelle qui s'inscrit dans le cadre de la démarche de référendum d'initiative partagée sur les questions sociales ayant un lien avec les questions relatives au contrôle des flux migratoires. Nous avons pris cette initiative avec Olivier Marleix, qui va nous rejoindre dans quelques instants, et Bruno Retailleau, au lendemain de la censure par le Conseil constitutionnel du projet de loi d'immigration. Nous avions, le 19 décembre, vous en rappelez, approuvé ce texte après une très dure bataille et un engagement très fort de nos groupes respectifs, aussi bien, je salue Olivier Marleix, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, parce que le Sénat avait très largement amendé ce texte, donc je ne vous refais pas l'histoire, vous la connaissez, jusqu'à la censure du Conseil constitutionnel le 25 janvier dernier, une censure qui s'est inscrite dans une forme de cynisme politique dont le président de la République et le gouvernement sont coutumiers. D'un côté, prétendre soutenir un texte, le faire soutenir par la majorité, et puis de l'autre, négocier en coulisses sa censure avec certains membres du Conseil constitutionnel. On a assisté, je dirais, à une supercherie politique de haut vol qui a privé notre pays de dispositions essentielles pour s'attaquer à ce fléau des flux migratoires de plus en plus incontrôlés, de plus en plus abondants, et pour s'attaquer à une politique de régulation, non seulement de régulation des flux d'entrée, mais aussi d'organisation des flux de sortie, avec cet objectif d'exécuter des décisions judiciaires ou administratives d'éloigner des étrangers de notre territoire. Tout cela a marqué l'impuissance du gouvernement, tout cela a marqué le cynisme politicien du président de la République. Nous avons donc décidé avec Olivier Marleix, avec Bruno Retailleau, de mobiliser cette procédure qui avait été installée dans la réforme constitutionnelle de 2008, celle du référendum d'initiative partagée, en mobilisant de façon très rigoureuse au plan juridique, après que des juristes les plus éminents de notre pays nous aient accompagnés dans la rédaction de ce texte qui vise à se mobiliser sur les questions sociales. Vous savez que l'article 11, et nous avions d'ailleurs dans le texte de notre proposition de loi constitutionnelle que nous avions déposé au printemps dernier, ça fait presque un an, en même temps que notre projet de loi relatif à la régulation de l'immigration, nous avions souhaité une réforme de l'article 11. Nous avions souhaité que l'article 11, qui permet de consulter les Français, soit élargi aux questions migratoires. M. Macron s'y est opposé. Cet article 11, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, nous permet pour autant d'interroger les Français sur les questions relatives aux sujets économiques et sociaux. C'est donc cet axe que nous avons privilégié, avec naturellement un lien entre politique sociale et conséquences migratoires de ces politiques sociales. Donc nous avons enclenché sur la forme cette procédure, 190 parlementaires, 125 au Sénat, 65 à l'Assemblée nationale ont co-signé ce référendum d'initiative partagée. Nous le déposons ce matin. Le Conseil constitutionnel aura un mois pour se prononcer et ensuite nous engageons, si le Conseil constitutionnel est assez cohérent avec les décisions précédentes, puisque je
vous rappelle qu'il a censuré beaucoup de dispositions de la loi sur l'immigration en indiquant que ces sujets, notamment ceux des prestations sociales, n'avaient pas de lien avec le texte immigration, mais qu'ils relevaient de questions sociales. Nous posons un texte aujourd'hui dont le cœur est un projet de consultation des Français sur des questions sociales, sur 5 points particuliers. Je vous les rappelle brièvement, mais vous les avez dans vos dossiers. Notre texte permettra, et c'est un point essentiel, notre texte permettra de conditionner le versement des prestations sociales non contributives, notamment allocation familiale, allocation personnalisée au logement, allocation personnalisée d'autonomie, à une durée minimale de séjour en situation régulière, naturellement, sur le territoire national. Nous disons très clairement qu'on ne peut verser des prestations sociales dès la première minute qu'un étranger s'est installé sur le territoire national. Il est totalement insupportable aujourd'hui pour nos concitoyens qu'on verse des prestations sociales financées par des prélèvements obligatoires très lourds qui pèsent notamment sur les salaires et donc sur le pouvoir d'achat pour des étrangers dès le premier jour d'installation sur le territoire national. Donc, première disposition, nous souhaitons mettre un terme à cette situation totalement anormale. Nous conditionnons la durée de séjour à 5 ans sur le territoire national avant de pouvoir bénéficier de ces prestations sociales. Deuxième disposition que nous soumettrons, que nous voulons soumettre au vote des Français, il permettre également d'inclure dans le décompte des logements sociaux par commune les centres d'hébergement de migrants et de demandeurs d'asile. Il permettra, troisième disposition, en finir avec des dispositifs qui sont tout simplement insensés, notamment de réduction ou de suppression tarifaire dans les transports publics pour les étrangers en situation irrégulière. Là, très clairement, on marche sur la tête. Les Français qui travaillent payent leur transport en commun. Un étranger qui a violé la loi et qui est arrivé en France en situation irrégulière ne paie pas les transports en commun. C'est une disposition auquel nous nous sommes attaqués à plusieurs reprises au Sénat, à l'Assemblée nationale, avec toujours une opposition irresponsable et incompréhensible du gouvernement sur ce sujet. Quatrième mesure, nous souhaitons que les demandeurs d'asile déboutés de leur demande de statut de réfugié ne soient pas maintenus dans les structures d'hébergement relevant du dispositif national d'accueil. Cinquième disposition, c'est transformer l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence, comme nous l'avions installé dans notre texte, c'est tel que cela a été ressorti du vote du Sénat. Sur ce sujet, je vous rappelle que nous avions obtenu un accord écrit de la précédente Première ministre Elisabeth Borne, adressé au président du Sénat Gérard Larcher, pour dire que ce dispositif qui relève uniquement d'une question sociale, c'était d'ailleurs la motivation du fait que cette réforme ne figure pas dans le texte immigration, ferait l'objet d'un texte spécifique. La parole, naturellement, n'a pas été respectée, c'est une nouvelle trahison, mais donc nous prenons nos responsabilités et nous l'écrivons dans ce RIP, puisque là encore, il s'agit d'une question totalement et pleinement relevant des prérogatives du projet de loi de financement de la sécurité sociale, puisque l'AME, qui coûte aujourd'hui près d'1,5 milliard d'euros, et au-delà de l'AME, il y a d'autres dispositifs de prise en charge des prestations médicales pour les étrangers. Véronique Louwagie, dans un remarquable rapport, avait chiffré l'ensemble de ces dispositifs à un coût autour de 2 milliards d'euros. Donc nous considérons, bien entendu, que nous sommes en présence de sujets qui relèvent de la politique sociale. Donc 5 sujets qui relèvent de la politique sociale, qui ont des conséquences qui peuvent avoir des conséquences sur les flux migratoires.
quand nous disons que nous ne voulons pas que dès le premier jour, il y ait des prestations sociales versées aux étrangers, naturellement, nous touchons à notre modèle d'attractivité, à la pompe aspirante migratoire qui fait que dans les pays d'Europe, nous sommes le pays le plus généreux pour l'accueil des étrangers, et que donc quand il s'agit de faire un choix de destination, aujourd'hui, la France est privilégiée compte tenu de l'attractivité de ce modèle social. Donc nous voulons rompre avec cette attractivité. Nous sommes déterminés à porter ces messages tels que nous les avions portés dans la proposition de loi constitutionnelle, tels que nous les avions portés dans le projet de loi simple. Voilà, aujourd'hui, nous sommes face à une heure de vérité. Le Conseil constitutionnel devra se prononcer. À partir d'aujourd'hui, dans un délai d'1 mois, je forme naturellement le vœu qu'il se prononce en droit. En droit, la décision est implacable. Elle est évidente. Elle est évidente et elle doit amener à ce que nous engagions le processus, que le ministre de l'Intérieur engage le processus de recueil des signatures de 10% du corps électoral français, ce qui fait à peu près 4 900 000 citoyens. Voilà, cette démarche, elle vise à rompre un tabou. Le tabou, ou en tout cas, je dirais, la prise d'otage du peuple français par une certaine élite qui considère qu'il faut continuer avec une politique migratoire qui continue d'accueillir de plus en plus d'étrangers, qu'il faut refuser de donner la parole au peuple français sur ce sujet aussi essentiel pour leur avenir. Eh bien, nous avons une position totalement inverse. Il est temps, enfin, de donner la parole aux Français. Jamais la parole aux Français n'a été donnée directement par voie référendaire en matière d'immigration. On y oppose des obstacles juridiques, on y affirme des obstacles politiques, surtout parce que la réalité, elle est là. Ceux qui ne veulent pas interroger les Français ont peur de leur jugement. Eh bien, nous n'avons pas peur du jugement des Français. Bien au contraire, nous avons confiance dans leurs choix, dans leurs décisions. Nous savons qu'ils veulent moins d'immigration. Nous savons qu'ils veulent que cette immigration soit mieux compatible avec notre identité, notre culture, notre histoire. Nous savons qu'ils veulent que ceux qui n'ont rien à faire sur le territoire national soient éloignés. Eh bien, nous ne pourrons pas les interroger sur tous ces sujets, parce qu'il y a encore le verrou de cet article 11 qui bloque l'interrogation directe des Français sur ces sujets. J'ai d'ailleurs, lors des entretiens de l'Élysée, jeudi dernier, rappelé au président Macron combien j'avais trouvé sa position disant nous ne toucherons pas à l'article 11 parce qu'il n'y a pas eu de consensus lors de la réunion de Saint-Denis et notamment parce que les Républicains n'étaient pas là, totalement choquante et indécente. Je lui ai rappelé que ce n'était pas à Saint-Denis que la loi constitutionnelle ou simple se rédigeait, mais que c'était simplement dans une instance qui s'appelle le Parlement, là où réside la souveraineté populaire, là où le peuple français peut s'exprimer, et que donc nous étions attachés à la modification de l'article 11. C'est un autre débat, ce n'est pas le sujet de ce référendum, mais j'en profite pour vous dire qu'il se limite uniquement aux questions sociales parce qu'il y a encore ce verrou juridique qui devra être levé sans doute à l'occasion de la prochaine campagne présidentielle et du projet que portera notre candidat à l'élection présidentielle. Pour l'heure, nous avons ces 5 questions. Nous avons confiance dans la capacité à pouvoir demain consulter les Français. Je suis certain que si le Conseil constitutionnel donne le feu vert à ce texte, il sera très simple de recueillir les 4 900 000 signatures. J'en suis profondément convaincu, simple n'est peut-être pas le mot, mais que nous recueillerons ces signatures tellement ces sujets sont au cœur et recueillent l'assentiment très majoritaire de nos concitoyens. Voilà la démarche des Républicains. Nous sommes cohérents avec ce que nous avons toujours porté sur ces sujets. Nous sommes cohérents avec ce que nous avons toujours voté lors des débats parlementaires
à l'automne sur les textes immigration, et nous sommes cohérents avec cette filiation gaulliste qui nous porte, celle de la confiance au peuple, celle de la parole au peuple. M. Macron parle beaucoup, M. Macron communique beaucoup, mais M. Macron n'a jamais demandé aux Français de se prononcer sur des sujets essentiels. Sans doute, cette crainte du jugement des Français est à la source de beaucoup de difficultés. Il faut renouer ce lien démocratique entre ceux qui nous gouvernent et les Français. C'est le sens de ce référendum d'initiative partagée, c'est le sens de cette démarche que nous portons ensemble et qui marque, une fois de plus, la crédibilité de notre famille politique, sa responsabilité, sa capacité à s'extraire des slogans que les uns et les autres monopolisent pour agir et pour bâtir. Voilà l'objet de ce référendum d'initiative partagée, dont le point de départ est lancé aujourd'hui. Merci beaucoup. Bruno, Olivier. Brièvement, parce que je dois rejoindre le Sénat où j'ai ma réunion de groupe et les sujets sont nombreux et ils sont lourds entre la fin de vie, la Corse, l'Ukraine et tant d'autres choses. Le CETA aussi au Sénat, bien sûr, chère Céline. Bien, Éric a dit beaucoup de choses. Moi, je pense que cette initiative, et nous l'avons soutenue avec Olivier du meilleur de nous-mêmes, et je pense qu'on a réussi à convaincre de nombreux parlementaires, 125 sénateurs et puis 64 députés, parce que cette initiative, elle était nécessaire. Elle est nécessaire d'abord parce que c'est une exigence démocratique. Ce que je veux vous redire, tu as parlé de supercherie, je vais parler de palinodie, c'est que le texte qui a été promulgué n'avait aucune chance de passer dans aucune des deux assemblées, ni au Sénat, ni à l'Assemblée nationale. Et pourtant, il a été promulgué. Et le texte qui était censuré, et le texte qui était passé à plus de 2/3 au Sénat, et près de 3/5 à l'Assemblée nationale. Et les Français, voyant cette palinodie, se sont demandé qui faisait vraiment la loi. Ils en ont conclu que c'était sans doute pas le Parlement. Ils ont conclu sans doute que la démocratie fonctionnait mal. Donc l'exigence démocratique, c'est redonner aux Français la parole sur un sujet qui est sans doute le sujet qui, depuis un demi-siècle, a bouleversé profondément la société française comme aucun autre, sans que jamais on ait demandé une quelconque délibération, un quelconque avis aux Français. Donc cette exigence démocratique que le président de la République a refusée, que la censure a engendré, nous la rétablissons par le biais de cette initiative de référendum d'initiative partagée. Et puis l'autre exigence, elle est juridique, et je terminerai par là. Vous savez que lorsque les Français s'expriment par la voie du référendum, eh bien, les dispositions qui ont été votées s'imposent, y compris à notre Cour suprême, y compris au Conseil constitutionnel. Et je pense qu'en France, tant que nous n'aurons pas recours justement à un référendum, nous ne pourrons pas imposer la reprise en main du contrôle des flux migratoires. Et nous le verrons d'ailleurs dans quelques mois. Dans quelques mois, démonstration sera faite que la loi de M. Macron et de M. Darmanin est une loi bien trop faible pour pouvoir inverser les flux migratoires. Je vous rappelle que le jour de la censure du Conseil constitutionnel, on apprenait qu'en 2023, la France avait de nouveau éclaté, explosé un certain nombre de records en matière migratoire. Je vous donne rendez-vous à la fin de l'année. Il est clair que ce texte-là, une énième loi, ne sera pas suffisant pour reprendre le contrôle en matière de chaos migratoire. C'est vraiment notre conviction. Seule la procédure référendaire peut permettre justement cette reprise en main. Et je dirais que dans le malaise démocratique qu'on connaît, si on ne parvient pas demain plus généralement à mieux articuler la démocratie représentative, nous sommes les représentants du peuple, et la démocratie directe, alors vous verrez, on creusera toujours un peu plus l'abîme qui sépare les citoyens, la République, de nos concitoyens et de nos compatriotes. Merci et désolé Eric, j'ai vous quitté. Bon, c'est formidable, ils ont tout dit, donc je n'ai plus rien à dire. Moi, je dirais juste que ce texte immigration a été une formidable trahison de la part du président de la République.
On a un président de la République qui, une fois la loi votée, s'est exprimé, s'est dit satisfait de ce texte. On a, je vous le rappelle, une première ministre de l'époque qui est venue elle-même au Parlement préparer la commission mixte paritaire. On a une majorité qui a voté ce texte. Au bout du compte, on sait ce qu'il en est advenu. Donc, très clairement, cette trahison, elle est insupportable. Ça a été la conjonction, l'alliance de tous ceux qui, dans notre pays, veulent que rien ne change en matière d'immigration. Trahison vraiment des attentes des Français. Vous connaissez tous les sondages sur le sujet. Vous avez vu les votes massifs du Parlement. Donc, pour réparer cette trahison, notre référendum d'initiative partagée, c'est un appel au peuple, rien d'autre. Voilà ce que je voulais vous dire. Annie ? Oui, juste un mot pour conclure. Les précédents orateurs ont parlé d'enjeux démocratiques. Je dirais qu'il y a aussi un enjeu d'ordre social. Dans ce référendum d'initiative partagée, il est question de santé, la réforme de l'AME, il est question de logement, il est question de transport. Toutes ces questions interrogent l'ensemble des Français. Ils ont de plus en plus de difficultés à se loger, à accéder aux soins. Et donc, le sentiment qui se développerait selon lequel des étrangers en situation irrégulière seraient mieux traités qu'ils ne le sont, eux qui travaillent et qui font des efforts, produira inévitablement ce que nous voulons éviter, c'est-à-dire une fracture profonde et la montée en puissance d'un sentiment d'hostilité à l'égard des étrangers qui, pour un certain nombre d'entre eux, veulent vivre paisiblement dans notre pays. Donc il y a véritablement sur ces questions la nécessité d'une reprise en main. Notre pays ne peut plus assumer, avec la situation budgétaire et financière qui est la sienne, ne peut plus assumer de tels engagements financiers. Je rappelle que sur l'AME, il y a 11 dispositifs qui concernent la santé des étrangers en situation irrégulière. C'est près de 2 milliards d'euros par an. Sur le logement des demandeurs d'asile, c'est 1,9 milliard, presque 2 milliards par an de budget qui leur sont consacrés. C'est tout à fait considérable et ces coûts s'envolent parce qu'il n'y a aucune maîtrise des flux migratoires. Donc nous avons travaillé ce texte de loi dans le but de contrôler, de maîtriser pour que les choses puissent, pour qu'on donne le sentiment aux Français que les politiques ont pris la mesure des difficultés qui sont les nôtres. Et Olivier a raison de parler de trahison. J'étais l'oratrice de notre groupe à l'Assemblée nationale. J'ai vu une première ministre, j'ai vu un ministre de l'Intérieur qui n'avait qu'une obsession, c'est faire adopter le texte selon les conditions que nous leur avions posées. Et puis ensuite, évidemment, le défaire. Et ça, c'est insupportable. Et ce RIP, il rétablit, au fond, l'offense qui a été faite au Parlement et en même temps qu'il donne la parole aux Français sur un sujet, évidemment, qui les concerne au premier chef. Merci Annie. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Bonjour, Thomas Bonnet pour CNews. D'abord, est-ce que votre initiative est incompatible avec le fait que les centristes au Sénat déposent une proposition de loi qui reprend certains des articles qui ont été censurés? Et puis sur un autre sujet, Bruno Retailleau en a parlé brièvement, mais comment vous vous positionnez par rapport à l'accord sur la Corse qui a été trouvé très tard hier soir? Si vous voulez, on restera ce matin sur les questions liées au référendum d'initiative partagée. On répondra, deux présidents de groupe répondront après les réunions de groupe sur ces sujets d'actualité qui sont importants. Non, ce sont deux démarches totalement distinctes qui ne sont pas d'ailleurs incompatibles. Une proposition de loi peut prospérer au Sénat. Le référendum d'initiative partagée, il est d'essence différente. Voilà, c'est pour la première fois. Moi, j'ai la profonde conviction qu'on ne lèvera les obstacles, les pudeurs, les tabous en matière migratoire qu'en donnant la parole aux Français. C'est notre seule arme aujourd'hui. Voilà. Nous avons les parlementaires. Il en fallait 185, nous en avons 190. LR, de façon autonome. Nous avons la certitude d'avoir les 4 900 000 signatures. J'ai aucun doute là-dessus. Reste ce verrou juridique. Voilà. Je dis aujourd'hui qu'en cohérence
avec la décision du Conseil constitutionnel de janvier dernier qui a censuré 35 dispositions en disant elles n'ont rien à voir avec l'immigration, puisque certaines ont trait avec la politique sociale, ok, dont acte, on les prend en témoin. Nous disons, nous nous consacrons et à des dispositions d'origine d'essence sociale, et donc nous appelons au peuple pour enfin casser ces chaînes, ces tabous. Une petite élite refuse depuis des décennies que les Français décident ce qu'ils veulent en matière d'immigration. Ceux qui nous dirigent, quelque part, sont animés par l'idée que l'immigration est une chance pour la France. Ce n'est pas ce que je crois. Bien au contraire, nous voyons aujourd'hui les ravages d'une immigration de masse en matière d'intégration, en matière de communautarisme, notre incapacité à intégrer les 500 000 étrangers qui sont arrivés l'année dernière, plus de 500 000, 510 000 en situation légale, sans compter ceux qui sont arrivés en situation illégale. Donc voilà, c'est un changement radical. Nous utilisons les armes d'un parti d'opposition, de groupes d'opposition, pour lever ces obstacles. Moi, je souhaiterais qu'il y ait une réforme de l'article 11, qu'il y ait une réforme constitutionnelle telle que nous l'avons portée par l'article 89. Le président de la République s'y refuse parce qu'il a peur du jugement des Français. Il est tellement dans cette ambiguïté où il fait semblant de porter un texte plus dur, mais je le redis, dans le même temps, il négocie en coulisses et il demande à ceux qui sont censés défendre juridiquement devant le Conseil constitutionnel un texte, c'est-à-dire le secrétariat général du gouvernement, de ne pas le défendre. C'est la première fois qu'on voit ça, qu'un texte promulgué par une majorité, quelque part, ne soit pas soutenu par le gouvernement qui l'a porté. On n'a jamais vu ça sous la Ve République. C'est le signal, le symbole de cette incohérence, je dirais de ce double langage, de cette ambiguïté permanente. Donc, avec les armes dont nous disposons, elles ne sont pas totales, elles sont limitées, malheureusement, eh bien, nous les utilisons pour ouvrir cette brèche. Voilà. La parole au peuple, la parole au peuple, la parole au peuple sur cette question dont on l'a toujours privé. C'est le sens de notre démarche. Oui. Pardon, Romain Agit pour Public Sénat. Est-ce que vous ne craignez pas, au-delà de ce que vous appelez le verrou de l'article 11, que certaines dispositions, je pense notamment aux prestations sociales non contributives, soient retoquées? On a beaucoup dit pendant les débats sur l'immigration que ça, par exemple, il y avait peut-être un risque de rupture d'égalité. Est-ce que sur le fond, vous n'avez pas peur que le Conseil constitutionnel censure certaines choses que vous mettez dans le texte? C'est le cas du RSA, hein. Aujourd'hui, nous considérons que cette différenciation existe déjà dans la loi, qu'elle a été validée par le Conseil constitutionnel, Annie Genevard le souligne. C'est le cas du RSA, où pour bénéficier du RSA, il faut une présence de 5 ans sur le territoire national. Nous considérons qu'il est dans la capacité du législateur de moduler le versement de ces prestations sociales non contributives, hein. Ce ne sont pas la contrepartie d'un travail. Elles sont accordées à des ressortissants étrangers dès leur premier jour d'arrivée, qu'ils travaillent ou qu'ils ne travaillent pas. On ne parle pas de contribution, de la contrepartie de contributions qui sont associées au travail. L'assurance maladie, l'assurance chômage, c'est la contrepartie de salariés de nature qui peuvent être étrangers, qui paient des cotisations et qui légitimement bénéficient des prestations associées qui sont la contrepartie de ces cotisations. Donc nous sommes confiants et nous sommes juridiquement certains de notre analyse pour dire que cette disposition est aujourd'hui conforme à la Constitution. Ouais. C'est un point que soulignait tout à l'heure Bruno Retailleau.
L'avantage d'un référendum, c'est qu'il s'impose à tous et qui s'impose notamment au Conseil constitutionnel. Donc la décision du peuple français dans le cadre de l'article 11, par nature, s'imposera à tous et fera partie de notre bloc de constitutionnalité et s'imposera aussi par là même à la CEDH. C'est l'avantage et la force de donner la parole aux Français. Ça veut dire que si jamais on devait être condamné, par exemple, sur le durcissement d'un regroupement familial, on adopterait la politique de l'autruche comme fond. Il n'y a pas de disposition sur le regroupement. Sur le regroupement familial, on n'a pas de disposition dans le texte, puisque le regroupement familial, qui était un des points importants que nous avons voulu limiter dans le projet de loi que nous avons amendé à l'automne à l'Assemblée nationale et au Sénat, pour le coup, relève uniquement de politique migratoire. Et là, il ne rentrerait pas, selon notre analyse juridique, dans le champ de l'article 11 et de la loi référendaire. C'est pour ça qu'on a ce prisme social. Mais en tout cas, ce n'est pas un des sujets qui est posé. Oui. Sur les 190 signatures, Anthony Rodriguez a fait, Oui. 190 signatures sont exclusivement LR ou proviennent d'autres groupes? Elles sont uniquement LR avec l'apport de quelques non-inscrits à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça veut dire que vous avez eu besoin de ces signatures de non-inscrits? Non, non. Non, puisqu'il fallait 185 signatures et voilà. Nous les avons largement obtenues. Voilà. Alexandre Pedro, Le Monde. Si vous obtenez le feu vert du constitutionnel, comment allez-vous mobiliser le parti pour obtenir les 4,9 millions de signatures? Vous dites que c'est facile, il faut que les gens s'inscrivent sur un site, c'est sa démarche. Donc il faut communiquer auprès d'eux. Comment le parti va faire pour inciter les Français à les voter, à signer? D'abord, il y a une démarche officielle, puisque c'est au ministre de l'Intérieur d'installer les registres de recueil des signatures. Je vous rappelle que sur le RIP qui avait été porté sur la privatisation d'ADP, je crois plus d'1 million de signatures avaient été recueillies sur un sujet qui, je pense, mobilise et intéresse moins les Français. Et naturellement, lorsque la procédure sera lancée, partout, les Républicains, leurs élus locaux, nos fédérations, et puis le siège lancera une vaste campagne de mobilisation, d'information des Français, et nous multiplierons pendant la durée requise pour recueillir ces signatures, nous mobiliserons les Français avec les moyens adaptés.